Philippe est chercheur à l'INRA de Montpellier. Donc l'INRA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national de la recherche agronomique. Il travaille dans l'unité mixte de recherche sol-environnement. Il connaît bien la Champagne, car je crois que vous êtes intervenu au mois de mars auprès des techniciens préconisation Champagne. Donc la Champagne n'a plus de secret pour vous. Donc M. Singer va maintenant nous présenter ses recherches sur la chaîne trophique du sol. On emploie toujours des mots compliqués. La chaîne trophique, c'est tout simplement la chaîne alimentaire du sol. Donc voilà, à vous Philippe. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation, merci de m'accueillir dans ce beau pays qui m'a permis d'échapper un peu au soleil du sud. J'ai pas le retour, voilà, merci. Donc je vais vous parler de la chaîne trophique du sol, et plus précisément en fait des réseaux trophiques des sols, de leur importance, des enjeux qu'il y a autour de la mesure de ces réseaux trophiques, et on va essayer d'aborder la question de la valorisation, comment on tire parti de ces connaissances. Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler que les sols, ce sont des milieux qui représentent en fait des multiplicités d'habitats pour les organismes du sol, parce que les sols sont des environnements complexes, très divers et très hétérogènes à toutes les échelles spatiales qu'on peut considérer, de la parcelle jusqu'à l'agrégat, en passant par la motte et puis en allant jusqu'à même l'échelle des particules. Un autre point que j'aimerais rappeler pour commencer, c'est que les sols, en fait, c'est, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le plus grand réservoir de biodiversité sur la planète. Et ça tient notamment au fait qu'ils sont très hétérogènes à toutes les échelles spatiales. Et cette hétérogénéité, en fait, est propice du coup à l'existence de niches écologiques très très diversifiées, ce qui fait qu'on a énormément d'organismes. On estime qu'il y a 25% des espèces décrites sur la planète qui sont des habitants du sol. Et puis on estime aussi, alors c'est un nom un peu compliqué, prokaryotes, c'est tous les micro-organismes, on va dire. On considère que leur diversité est 1000 fois supérieure à celle qu'elle est dans tous les autres environnements terrestres connus. Donc en fait, on a véritablement dans les sols énormément d'organismes différents. Alors ce schéma est peut-être un petit peu difficile à voir depuis le fond. En fait, ce qui est représenté sur ce schéma, c'est aussi pour illustrer le fait que, néanmoins, c'est tellement vaste, cette biodiversité, qu'on la connaît très peu. Alors ça dépend un petit peu des organismes. Là, ils sont rangés du haut vers le bas, des plus petits aux plus gros. Sur les plus gros, donc ceux qui sont vers le bas, on voit que la barre noire correspond... on ne voit pas de barre blanche dépasser de la barre noire. Ça veut dire qu'en gros, on décrit, on connaît à peu près toutes les espèces dans ces catégories d'organismes. C'est le cas, par exemple, pour les arachnides, pour les insectes, où on sait combien d'espèces on a pu décrire sur l'ensemble de la planète dans les sols. Mais on voit à l'inverse, si on regarde le haut du schéma, alors je ne sais pas si ça va marcher, montrer ici ou là-bas, hein. C'est un sport un peu difficile, jongler des deux côtés. Sur le haut du schéma, en fait, ce sont les bactéries, les champignons, et là on voit qu'il y a une grande barre blanche qui dépasse de la barre noire. La barre noire, en fait, c'est les espèces connues. Dans le cas des bactéries, vous voyez que ça représente quelques milliers. On connaît quelques milliers des bactéries qui sont dans nos sols, alors qu'on sait, avec des outils moléculaires dont on dispose maintenant, que le nombre d'espèces qui existent, en fait, c'est plusieurs dizaines de millions. Donc ça vous donne une idée de notre niveau de méconnaissance des organismes qui sont dans les sols. Et ce n'est pas seulement le cas pour les bactéries, c'est le cas aussi pour les champignons, pour les nématodes, les protozoaires, les acariens, enfin plein de groupes dont on connaît en fait qu'une toute petite partie. Souvent, on classe ces organismes vivant dans les sols par leur taille. C'était déjà le cas dans le schéma précédent. Donc c'est repris ici, où vous avez une échelle de taille en bas. Alors il y a des organismes, c'est plus facile de définir la taille parce qu'ils sont ronds, hein, une bactérie à peu près rond, et puis il y en a d'autres qui peuvent être très longs, comme les filaments des champignons. Donc le filament d'un champignon, c'est un petit diamètre, mais ça peut représenter des mètres et des mètres en longueur. Donc là, classiquement, on a des groupes qui sont les micros, les mésos, les macros et même les mégas. Hein. À gauche, les micro-organismes, champignons, bactéries. Je reviendrai sur tous ces groupes de façon un peu rapide. Et puis, on a des organismes plus gros. C'est alors ensuite, c'est que de la faune, c'est-à-dire des animaux, microfaune, mésofaune.
macrofaune, qui représente plusieurs millimètres, et puis même la mégafaune, hein, j'ai mis une taupe à titre d'exemple. On a différents types d'organismes de tailles très très différentes qui occupent ces habitats que sont le sol. Alors souvent, en fait, on s'en tient là, et c'est pas forcément le plus intéressant. On va revenir un petit peu sur certains de ces catégories d'organismes. J'aurais pas le temps de toutes les balayer, ce serait trop long. J'ai mis des chiffres, il y en a certains qui vont donnent un peu le vertige. Hein. Et ensuite, on abordera des questions qui me semblent plus intéressantes, moins descriptives. Là, ça va être un peu descriptif pour l'instant, mais qui seront plus sur leur fonction, ces organismes. Donc, parmi les organismes extrêmement importants dans les sols, dont vous avez tous déjà entendu parler, ce sont les micro-organismes, les bactéries et les archées, qui sont ni des animaux ni des végétaux, hein, c'est des règnes à part. En fait, ce sont des organismes très petits, micrométriques. Il y en existe, vous voyez, dans un seul gramme de sol, hein, dans une cuillère, on peut dénombrer 1000 à plusieurs dizaines de millions d'espèces dans un seul gramme de sol, et puis jusqu'à 10 milliards de cellules bactériennes. Donc ça paraît être énorme. Hein. Ça paraît être énorme, mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a peu de ces cellules qui sont actives, et puis en fait, qu'elles colonisent finalement assez mal l'espace parce qu'elles sont distribuées de façon très très hétérogène dans le sol. C'est un peu ce que j'ai voulu illustrer dans la diapo suivante. Et en fait, c'est un peu comme nous. Nous, une cuillère de sol, ça nous paraît un tout petit volume, mais si on se met à l'échelle d'une bactérie, c'est énorme. Et en fait, la cuillère ou le gramme de sol, c'est un peu comme notre planète pour nous. Et notre planète, vous le savez, quand on est à Épernay by night, on a l'impression que c'est un peu le désert. Ça peut être le cas en Lozère en pleine journée hein, aussi. Et puis quand on prend le métro, comme je l'ai fait hier, même au milieu de l'après-midi, on a l'impression que c'est surpeuplé. Hein, donc notre monde est comme ça, à l'échelle de la France, à l'échelle du monde entier. Il y a des zones très peuplées, des zones très peu peuplées. Et le sol, c'est pareil. En fait, c'est ce qui est un peu représenté sur ce schéma en bas. Si on regarde de très près avec un microscope, à haute résolution, on s'aperçoit que les bactéries sont agrégées en petites colonies. Donc il y a surpopulation à certains endroits, et puis il y a plein d'endroits où on n'en trouve pas. Et globalement, ça donne des chiffres effarants, des milliards de bactéries dans un gramme de sol, mais si on se met à l'échelle de la taille d'une bactérie, compte tenu en plus du fait que le sol, c'est un milieu extrêmement poreux, donc avec une très grande surface développée, en fait, on peut faire des petits calculs là, qui ont été faits par ces collègues scientifiques là, qui montrent qu'il y a seulement environ un millionième de pourcent de la surface du sol qui est couverte par des bactéries. Donc, vous voyez qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, par rapport à d'autres organismes vivants, mais elles sont réparties de façon très hétérogène et très abondantes à certains endroits, et on a un désert dans bien des portions du sol, même à l'échelle d'un agrégat. Alors ensuite, parmi les micro-organismes, on a des champignons, donc champignons qui sont microscopiques aussi, mais qui ont des ramifications, des extensions spatiales qui sont le mycélium, qui peuvent être très longues. Les chiffres sont moins impressionnants, seulement 1000 espèces dans un gramme de sol, enfin c'est l'ordre de grandeur, tout ça, ça varie évidemment beaucoup. Et jusqu'à 10 km de filaments, hein, si on les mettait tous bout à bout dans un seul gramme de sol, donc c'est assez impressionnant. Dans ces champignons, il y en a qui sont symbiotiques, hein, les mycorhizes, qui vivent en symbiose avec les végétaux. Et puis on a ce qu'on appelle des saprophytes, donc qui vivent de la matière organique, qu'elle soit vivante. Alors là, c'est embêtant pour nous, c'est des pathogènes pour les végétaux. J'ai mis des fraises, parce que il paraît que c'est pas mal avec le champagne, mais il y a évidemment plein de maladies que vous connaissez chez la vigne qui sont liées à des champignons du sol. Et puis il y a aussi des champignons saprophytes qui, eux, utilisent des matières organiques mortes, donc qui sont extrêmement importantes dans la dégradation de la décomposition de la matière organique du sol. Un autre groupe qui est important, je vais aller un peu plus vite, c'est les protozoaires. Donc c'est le début de ce qu'on appelle la microfaune du sol. C'est des organismes, vous voyez, un petit peu plus gros, moins abondants. Là, on change même d'échelle, on parle de nombre d'espèces par mètre carré, 10-100 espèces par mètre carré. Ce sont des organismes très très variés, on les connaît très peu finalement. On a un autre groupe d'organismes qui rentrent dans la catégorie de la microfaune, et je vous en reparlerai un petit peu plus dans la suite de l'exposé, ce sont les nématodes.
nématodes qui sont des petits vers microscopiques, enfin les plus grands peuvent atteindre 1 millimètre ou 2. Là aussi, on a une centaine d'espèces par mètre carré, mais c'est des groupes très abondants, hein. On a jusqu'à 1 million d'individus de petits vers comme ça, microscopiques. Vous avez sûrement tous entendu parler des nématodes, mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'il y a des catégories de nématodes très très différentes. Ce ne sont pas tous des parasites des végétaux. Et ils jouent des rôles très très importants sur lesquels je vais revenir après. Et puis, si on passe à une taille plus grande d'organismes, on a les microarthropodes. Alors, c'est des acariens, des insectes, les colamboles, qui représentent là aussi des effectifs très variables, 50, 500 espèces par mètre carré, jusqu'à 100 000 individus par mètre carré. C'est une très grande diversité d'organismes qui jouent des rôles importants, là aussi, notamment dans la décomposition des débris organiques. Et puis, je finirai avec la macrofaune. Et juste un exemple, il y en a plein d'autres d'organismes dans la macrofaune, mais celui qui est sans doute le plus connu, le plus étudié, ce sont les vers de terre, dont la taille peut varier d'1 centimètre à plusieurs mètres, enfin 2 mètres, on va dire, 1 ou 2 mètres. Le nombre est évidemment plus restreint, très variable, 1 à 10 espèces par mètre carré, et jusqu'à 1000 individus par mètre carré, mais c'est quelquefois beaucoup moins, notamment en vigne. On pourra reparler de tout ça. Alors, ce qui est plus intéressant, là, c'était très descriptif, c'est finalement de revoir tous ces organismes plus sous l'angle de leur fonction et pas tellement s'intéresser à la biodiversité en tant que biodiversité taxonomique, diversité d'organismes, mais plus du point de vue fonctionnel. La biodiversité fonctionnelle, c'est à mon sens ce qui est le plus intéressant, le plus pertinent, notamment par rapport à vos préoccupations. Alors donc, si on reprend tous ces organismes, notamment tous les micro-organismes, ils rentrent dans la catégorie de ce qu'on pourrait qualifier d'ingénieurs chimistes ou d'ingénieurs biochimistes. C'est eux qui jouent un rôle important dans le cycle de nombreux nutriments, l'azote, le phosphore, le soufre, par exemple. Le cycle du carbone, la matière organique. Ils jouent des rôles indirects sur la structuration des sols, sur la croissance des plantes. Enfin, ils ont de nombreuses fonctions qui sont liées finalement à des activités biochimiques. On a, et ça c'est un groupe sur lequel je vais pas mal insister, je reviens dessus, là, les nématodes et les protozoaires dans cette même catégorie de la microfaune, sont extrêmement importants parce que beaucoup d'entre eux sont des prédateurs des bactéries, des champignons, des archées, et du coup ils jouent un rôle de régulation de la taille de ces populations de micro-organismes. Il y a ceux que vous connaissez qui sont les phytoparasites, mais il y a aussi ceux qui se nourrissent non pas de racines ou de débris végétaux, mais qui se nourrissent d'autres organismes, de micro-organismes. Et ceux-là sont extrêmement importants, ce sont des régulateurs finalement de ces communautés de micro-organismes. Et puis on a ce qu'on appelle des ingénieurs, soit dans les litières, c'est moins abondant dans les sols agricoles, ou des ingénieurs du sol. On les qualifie comme ça parce que c'est des organismes qui modifient quelque part l'habitat des autres. Donc c'est le cas des vers de terre, c'est le cas de nombreux insectes ou larves d'insectes qui vont incorporer de la matière organique dans le sol, créer de la porosité, découper aussi cette matière organique et avoir un certain nombre d'autres fonctions au-delà de la matière organique. Et puis, il y a 2 autres groupes qui peuvent avoir des rôles importants. C'est les prédateurs de l'ensemble de ces organismes, y compris de la macrofaune, et aussi, malheureusement, les bioagresseurs, un certain nombre de bioagresseurs des plantes. J'ai mis un ver blanc, un titre d'exemple, là, qui se nourrissent en particulier des racines des végétaux. Donc voilà, on voit des groupes fonctionnels assez différents. Si on détaille un tout petit peu, je ne vais pas tous les détailler, rassurez-vous, je n'ai pas le temps. On a dans les ingénieurs biochimistes, donc les micro-organismes, on sait en particulier qu'ils jouent des rôles extrêmement importants dans le cycle des nutriments. Ici, c'est illustré dans le cas du cycle de l'azote, que je n'ai pas le temps de détailler, mais tout ça, tous les processus très importants de transformation de l'azote, de fixation symbiotique de l'azote d'un côté, qui est l'entrée majeure d'azote dans les sols à l'échelle de la planète, mais aussi de minéralisation et donc de nitrification, ammonification, nitrification. Toutes ces étapes-là sont régulées par des micro-organismes, qui soient symbiotiques, libres, ou anaérobies, aérobies, donc plein de catégories d'organismes différents. Ces micro-organismes ils jouent aussi dans la décomposition de la matière organique. C'est illustré ici en bas à gauche avec, on voit des filaments de champignons à la surface d'une paille de blé et qui sécrètent des enzymes qui vont jouer dans la décomposition de cette matière organique, la libération des nutriments qu'elle contient.
Mais en amont de ça, il y a un rôle très important des ingénieurs du sol qui consiste à découper cette matière organique, à l'incorporer avec le sol et à favoriser après le travail de biochimiste des micro-organismes du sol. Alors j'en viens enfin à mon titre, c'est-à-dire que je vais parler dans mon titre de réseau trophique. Et c'est ça un réseau trophique. En fait, c'est un réseau qui illustre les relations trophiques, c'est-à-dire de qui mange qui, en gros, dans un sol. Et en fait, ça illustre ici la complexité de ces réseaux trophiques dans le sol. Ce n'est pas une simple chaîne trophique où il y en a un qui mange le précédent et puis il se fait manger par un autre. Vous voyez qu'il y a des flèches un peu dans tous les sens et qu'on a d'ailleurs beaucoup de mal à établir ces flèches, à savoir pour l'ensemble des organismes qui fait quoi. Alors, à titre d'exemple, vous avez le bas de la chaîne trophique qui est à gauche, hein, par exemple les racines. C'est une source de carbone importante dans les sols, majeure même. Et puis on a des organismes comme les nématodes qui se nourrissent de racines, qui vont les consommer. Et puis on a des organismes qui vont consommer ces nématodes qui sont sur la droite, là, qui sont des prédateurs de ces nématodes, qui vont les consommer. Donc c'est ça une chaîne trophique, mais vous voyez qu'il y en a multiples et qu'elles se croisent, qu'elles interagissent. Et si je reviens sur les nématodes que j'aime bien, vous voyez, c'est juste pour illustrer que les nématodes, ils sont à différents niveaux de cette chaîne trophique. Ils peuvent être très bas, vers la gauche, ou très haut dans la chaîne trophique, suivant qu'ils se nourrissent d'organismes comme les végétaux, ou qu'ils se nourrissent de micro-organismes comme les champignons, les bactéries, ou qu'ils se nourrissent d'autres nématodes. Donc je reviendrai dessus parce que justement le fait qu'ils existent dans des catégories trophiques différentes est intéressant d'un point de vue description fonctionnelle plutôt des communautés de nématodes des sols. Et puis ce que je voudrais illustrer ici pour revenir sur la question de la taxonomie, donc c'est la biodiversité taxonomique que le plus souvent on décrit. La difficulté, c'est que ce schéma illustre, c'est un arbre hein, quelque part qui illustre la proximité entre les différents grands groupes d'un point de vue génétique. Donc plus vous êtes près dans cet arbre, plus vous êtes, on va dire, cousins proches, hein, c'est comme un arbre généalogique. Et ce que je voulais illustrer ici, alors sur la droite, vous avez des petits schémas qui illustrent le type de nourriture de ces différentes catégories d'organismes. C'est pour illustrer que dans une même famille, vous pouvez avoir des modes de trophiques très très différents, des organismes qui sont donc très proches génétiquement et qui mangent des choses très très différentes, des racines, des micro-organismes, voire d'autres nématodes. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de relation globalement entre la position dans la classification et le type de nourriture des nématodes. Du coup, finalement, pas de lien très évident entre la diversité taxonomique et la diversité fonctionnelle. Donc ça veut dire que la diversité taxonomique, c'est bien de la connaître, mais c'est que c'est très insuffisant pour pouvoir prédire les fonctions associées à ces organismes dans le sol. Et au final, la question que vous vous posez, j'imagine, autour de ces organismes du sol et les indicateurs biologiques qu'on peut utiliser pour les qualifier, les quantifier, à mon sens, c'est plutôt des questions qui concernent la biodiversité fonctionnelle liée à ces communautés du sol, parce que cette biodiversité fonctionnelle, c'est elle qui gouverne les fonctions de ces organismes dans les sols. Et ces fonctions sont les choses qui déterminent quelque part les services rendus par les sols, la production, par exemple, de matière, la séquestration de carbone dans les sols, ça c'est des grands services rendus par les sols, mais ça c'est dépendant de fonctions qui sont portées par ces organismes du sol. Et donc pour pouvoir piloter ces grands processus, on est obligé de disposer finalement d'indicateurs. Et là-dessus, une des difficultés qu'on a, c'est que la plupart des indicateurs disponibles actuellement, ce sont des indicateurs qui nous donnent des renseignements un petit peu sur l'abondance de certains de ces groupes d'organismes, et puis le plus souvent aussi sur la diversité taxonomique. Mais finalement, on dispose assez peu d'indicateurs plus fonctionnels. Je n'ai pas du tout d'horloge, donc il faudra que vous me fassiez signe quand il reste 5 minutes. C'est peut-être déjà le cas. Bon, tout va bien. Voilà, donc ce que je voulais dire ici, c'est que je vous parle de nématodes depuis un certain temps. Je vais vous donner encore quelques illustrations qui les concernent. Parce qu'à mon sens, au jour d'aujourd'hui, c'est une des communautés des sols pour lesquelles on dispose des outils les plus avancés en termes d'indicateurs biologiques. En particulier parce qu'il existe déjà un référentiel relativement développé pour essayer de faire le lien entre ces organismes
et les fonctions qu'ils exercent dans le sol, et finalement les pratiques qui sont du registre de la gestion, ce que vous faites vous, pour essayer d'orienter ces communautés vers la réalisation de ces fonctions, plus ou moins. Alors j'ai quelques exemples maintenant plus concrètement de liens entre des pratiques. Alors, parfois on est très proche des pratiques ou de pratiques très spécifiques, et puis plus souvent c'est des ensembles de pratiques que je vais évoquer. J'ai pas beaucoup de diapos, j'ai pas beaucoup de temps. Donc ce premier diapo illustre quelque chose qui me semble intéressant. Il y a un réseau qui a été mis en place il y a quelques années en France qui s'appelle le RMQS, c'est le réseau de mesure de la qualité des sols, à l'échelle de l'ensemble du territoire. Ça représente 2300 points, et sur lesquels il y a eu des collègues de l'INRA de Dijon, l'équipe de Lionel Rangeard, ont essayé de mesurer des indicateurs biologiques, pas seulement physico-chimiques, sur l'ensemble des points de ce réseau. Et ils ont abouti, par exemple, à des résultats statistiques assez intéressants, comme ce qui est illustré sur cet histogramme-là, qui concerne la biomasse microbienne. Et ça, c'est ce qu'ils ont obtenu, valeur médiane et variabilité, qui, vous voyez, est très grande, pour différents types d'usage des sols. Et je voulais vous montrer cette diapo qui illustre que ces vignes et vergers mis ensemble, c'est le type d'usage des sols dans lesquels on a la plus faible biomasse microbienne dans les sols, très clairement en dessous de ce qu'on a en grande culture, en dessous de ce qu'on a en prairie, en dessous de ce qu'on a en forêt. Donc, les raisons qui sont derrière, elles transparaissent pas ici, c'est à mon sens très largement lié à l'usage important de pesticides qui a été longtemps pratiqué en viticulture et en arboriculture fruitière. Mais c'est pas si évident que ça, à cette échelle-là, de faire le lien entre ces pratiques et ce constat concernant la biomasse microbienne. Alors, pour se rapprocher un petit peu de vous et des pratiques et de cette question de pesticides, j'illustre ici les résultats qui ont été obtenus ici en Champagne par le CIVC avec Daniel Cluzot et Rémi Chaussot, qui illustrent sur la gauche, c'est l'abondance des vers de terre, et sur la droite, c'est la biomasse microbienne, en fonction du niveau de cuivre dans les sols, la disponibilité du cuivre dans les sols. Et on voit bien un effet, on va dire, sur cet ensemble de parcelles viticoles, un effet seuil, on voit qu'en dessous au-delà, on va dire, d'une valeur de cuivre DTA qui était de l'ordre de 30 mg par kilogramme dans ces sols-là, on voit très nettement que les deux indicateurs sont très affectés. La biomasse de vers de terre est plus faible, globalement, au-delà de cette valeur qu'en dessous. Et c'est pareil pour la biomasse microbienne. Donc, ce qui pointe du doigt vers l'effet négatif du cuivre sur ces catégories d'organismes. Bon, ceci dit, c'est jamais très facile de faire ce lien entre une pratique et ces organismes, puisque il y a l'usage du cuivre, mais il n'y a pas que le cuivre qui est utilisé en l'occurrence comme pesticide. Donc ce schéma masque peut-être d'autres effets qu'on n'a pas pris en compte. Un dernier ensemble j'ai quelques diapos autour d'un travail qu'on a réalisé cette fois-ci dans le Languedoc, dans la viticulture languedocienne, chez un agriculteur. C'est un seul agriculteur, c'est un lot de parcelles qui a été étudié, parce qu'il disposait sur son exploitation de parcelles qui avaient été converties depuis plus ou moins de temps en agriculture biologique. Et donc vous avez sur la gauche des parcelles qui étaient encore en conventionnel, des parcelles qui avaient été converties il y a 7 ans, il y a 11 ans et il y a 17 ans. Et ce qui est illustré en haut, c'est l'évolution de la teneur en matière organique, en carbone organique du sol. Vous voyez qu'on voit un effet positif de la conversion en bio, apparemment, avec une augmentation sur 17 ans de 30%, ce qui est pas mal. Et c'est un peu similaire si on regarde les valeurs de biomasse microbienne au cours de ces 17 ans. Ce qu'on a regardé par ailleurs, dans ce même réseau de parcelles, c'est les fameux nématodes et leurs différentes catégories fonctionnelles, puisque vous avez en haut à gauche les phytophages, ceux qui mangent des racines, en haut à droite les bactérivores, ceux qui mangent des bactéries, en bas à gauche ceux qui mangent des champignons, et puis en bas à droite ceux qui sont omnivores ou prédateurs, donc qui mangent d'autres nématodes. Et là on voit des comportements très différenciés. Pour ces derniers, là, les prédateurs, on ne voit pas tellement d'effet de la conversion, pas d'effet significatif, alors que sur certaines catégories, on voit des effets beaucoup plus forts que ce qu'on a observé au niveau de la matière organique.
Pour les bactérivores, c'est vraiment très proche. Vous voyez une augmentation de 30% de l'abondance de ces bactérivores. C'est vraiment très proche de ce qu'on observe pour les bactéries et pour la matière organique. Tout ça est lié. Mais par contre, on voit que pour les phytophages, l'augmentation est beaucoup plus forte, de quasiment 200%. Et pour les nématodes qui se nourrissent de champignons, elle est aussi très forte. On a un doublement de cette population. Donc ça veut dire qu'on dispose là d'indicateurs qui nous renseignent sur d'autres aspects, en particulier sur la qualité de la matière organique. Pas juste la quantité de matière organique, mais sa qualité. Le fait qu'il y ait plus de nématodes fongivores que bactérivores, ça illustre que la qualité de la matière organique, certainement, a changé au cours du temps, en lien avec ces pratiques, cette conversion du conventionnel vers l'agriculture biologique. Donc c'est juste une illustration que ces communautés de nématodes, de ce point de vue-là, sont des outils beaucoup plus performants, à mon sens, que les autres dont on dispose, parce qu'on est capable, à cause de la multiplicité des indicateurs assez fonctionnels qui sont liés à ces communautés, d'aller vers un diagnostic un peu plus fin de ce qui se passe. Et en fait, c'est des travaux qu'on a fait avec Elisol Environnement, qui est une petite entreprise qui a été créée par Cécile Villeneuve, qui était avant chercheur dans notre unité. Ce qui est intéressant dans ce domaine, et c'est ce qu'on essaye de même faire progresser, c'est une diapo illisible, c'est fait exprès. En fait, c'est qu'on essaye, on a construit, notamment Cécile Villeneuve a construit au cours des années un référentiel assez avancé et qu'on essaye de développer davantage et qu'il est intéressant notamment de développer dans chacune des régions en fonction des modes de conduite. Et on va faire ça de façon différenciée pour la viticulture ou d'autres usages des sols. Mais l'intérêt, c'est de regarder, ici c'est à chaque fois pour chacun des indicateurs qui sont chacune de ces petites boîtes et pour des types de sols très différents, c'est ce qui est en abscisse, essayer d'avoir des références, des valeurs de référence et savoir après conclure où est-ce qu'on en est. C'est bien d'avoir une mesure sur la biomasse microbienne, sur l'abondance de telle ou telle catégorie de nématodes, mais c'est mieux de pouvoir dire si c'est plutôt bien ou si c'est plutôt pas bien. Et c'est ça dont on manque sur beaucoup de ces indicateurs biologiques. C'est le référentiel qui permet d'interpréter les valeurs qu'on est capable de mesurer, que des labos sont capables de mesurer. C'est ça ce qui manque le plus actuellement, et c'est quelque chose qui doit se co-construire avec les acteurs, avec les viticulteurs comme vous, ici en Champagne. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. 4 points. Les sols sont vivants, tous, et en fait ils hébergent un très grand nombre d'organismes vivants qui sont responsables de fonctions majeures dans les sols, le cycle des nutriments, le cycle de la matière organique et bien d'autres choses. Leur biodiversité, vous l'avez vu, elle est immense, c'est des nombres qui sont vertigineux, le nombre d'espèces qui sont hébergées par les sols, mais vous avez vu aussi qu'elle est très méconnue, cette biodiversité, on n'en connaît qu'une toute petite partie, moins d'1% probablement. Et ça tient, et en plus, il y a une caractéristique à ces organismes, c'est l'extrême hétérogénéité spatiale de leur distribution dans le sol. On a vu que les sols hébergent des réseaux trophiques finalement très complexes et qu'on connaît très peu, on commence à peine à les décrire, à essayer de brosser ces schémas avec des flèches qui relient les organismes entre eux. Et pourtant, je vous l'ai montré, mais je vous en montrerai dans mon prochain exposé un autre exemple. Ils jouent un rôle absolument, ces réseaux, un rôle fondamental sur un plan fonctionnel. Et puis, j'ai essayé d'illustrer avec quelques exemples, très peu, finalement, que les pratiques agricoles en général, les pratiques viticoles notamment, peuvent moduler de façon considérable et sur des temps relativement courts, vous l'avez vu en quelques années, ces réseaux trophiques. Voilà, donc un dernier point qui va faire le lien avec l'exposé suivant, parce que j'ai le privilège de parler 2 fois, c'est que le sol, je l'ai dit, il est très hétérogène et les colonies de micro-organismes sont souvent agrégées. En fait, elles sont présentes et très actives dans quelques hotspots, comme on dit, points chauds, si vous préférez en français, d'activité microbienne. Et ces points chauds, en fait, c'est les entrées, notamment, c'est les entrées de carbone dans le sol. Donc, c'est ce qu'on appelle la détritusphère, c'est les détritus, les résidus organiques que vous restituez dans le sol. En général, ça stimule des activités microbiennes. Et puis, il y a 2 autres catégories d'organismes, cette fois-ci, qui stimulent les activités microbiennes de façon très nette, très connue. Ce sont les vers de terre, c'est ce qu'on appelle la drillosphère, c'est autour des
des turicules et autour la porosité créée par les vers de terre, il y a une stimulation forte des activités microbiennes. Et puis un dernier point, c'est ça dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est majeur, c'est que l'entrée majeure de carbone dans les sols, c'est les racines qui en sont responsables. Et au niveau de leur rhizosphère, de leur environnement, on a un des écosystèmes microbiens des plus actifs sur la planète. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, pour finir, je fais un petit peu de pub. On fait une formation sur l'écologie des sols chaque année depuis plus de 20 ans. Et la prochaine aura lieu en mars. Vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressés. Voilà, merci. Vous pouvez vous asseoir à la place juste à côté. Bon, merci Philippe. Nous allons accueillir maintenant Josepha Gunzer. Donc Josepha qui travaille en relation avec l'école de Bordeaux Sciences Agro. Elle travaille dans la structure Vitinov. La structure Vitinov est une structure de transfert de pratiques innovantes vers les viticulteurs bordelais. Elle va maintenant nous présenter l'intérêt de la biodiversité dans les vignobles. Un petit peu, donc bonjour à tous. Merci de nous avoir sollicité pour parler de la biodiversité dans cette journée. J'attends un petit peu les diapos. Donc effectivement, je travaille à Vitinov, qui est une structure qui est chargée en fait de faire le lien entre les équipes de recherche à Bordeaux, donc notamment Bordeaux Sciences Agro et l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, et les professionnels du secteur viticole. Donc en fait, on fait des projets de recherche innovante à la demande des viticulteurs ou des caves coopératives, des syndicats d'appellation, avec l'appui de Bordeaux Sciences Agro notamment. Enfin, moi, je travaille principalement avec Martin Van Elden, qui est enseignant là-bas, et qui a fait de nombreux travaux sur la biodiversité dans le milieu viticole. Donc, ça peut se présenter sous forme de diagnostic biodiversité à l'échelle d'exploitation, à l'échelle d'appellation entière sur des territoires d'AOC, et également de l'investissement dans des projets de recherche sur fonds nationaux ou sur fonds européens, par exemple. Donc là, aujourd'hui, le titre de l'intervention qu'on m'avait proposé, je l'ai trouvé très bien, en fait, donc je l'ai gardé en intégralité. Apprécier la biodiversité en milieu viticole, donc ça fait appel un petit peu à essayer de la mesurer, d'apprécier sa valeur. Donc vous avez vu avec l'intervention précédente qu'il est très très difficile, en fait, d'estimer à la fois le nombre d'espèces dans un milieu et à la fois à quoi elles servent. Donc là, ça va quand même poser des questions de manière très générale. Et ça vient aussi un petit peu faire appel à tout ce qui est sensible, émotionnel. Donc on peut aussi apprécier la biodiversité tout simplement parce qu'elle fait partie du milieu, des traditions du milieu viticole. Donc en termes d'un petit peu d'introduction à la présentation qui va suivre, qui sera beaucoup plus technique et très ciblée sur le secteur champenois que je connais un petit peu moins, je vais en fait rappeler finalement les fondamentaux qui permettent un petit peu une meilleure compréhension de cette biodiversité. Alors, quand j'organise pas mal de formations avec les viticulteurs, avec les techniciens du secteur viticole, des gens qui travaillent dans des instituts techniques ou dans des chambres, et quand je commence les formations, souvent je demande un petit peu qu'est-ce que ça évoque, la biodiversité. Je demande de noter 3 notions sur 3 fiches différentes. Je collecte tout à la fin, et quand je fais une petite classification, finalement, je me rends compte que les 2 plus grandes notions qui viennent à l'esprit des gens, c'est la définition de base de la biodiversité, très très générale, qui représente donc la diversité du vivant, et en général, chacun a une petite sensibilité particulière. Il y a des gens qui vont plus parler d'animaux, d'espèces en danger, il y a des gens qui vont tout de suite aller sur les insectes ou sur les micro-organismes, ça dépend un petit peu sur quoi on travaille et à quoi on s'attache le plus. Et puis il y a cette idée d'interaction également qui vient souvent, donc là on voit que c'est très très bien compris parmi les professionnels, c'est vraiment une diversité d'organismes qui ne sont pas inertes, qui ne sont pas du tout neutres les uns envers les autres, et il y a toute cette question aussi d'équilibre du milieu vivant, qui est très cher en général aux personnes qui participent à ces formations. Et en beaucoup plus faible proportion, j'ai un petit peu des notions de pourquoi c'est important finalement. Ça fait partie des questions environnementales, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a sans doute des questions qui sont liées à la pollution, il y a également un besoin de respect de la nature. Donc tout ça, ce sont des notions qui apparaissent souvent dans ces fiches, dans ces réponses des participants. Et il y a également la notion d'utilité qui est un petit peu plus floue. C'est à quoi ça sert la biodiversité, c'est souvent la question qu'on pose. Donc voilà, là en guise d'introduction, je vais reprendre des notions assez générales pour décrypter un petit peu tout ça. Et vous aurez les applications pratiques dans l'intervention qui suivra. Alors pour reprendre une définition un peu académique de la biodiversité, alors déjà il faut dire que c'est quand même un terme, un mot qui est apparu dans les années 80, donc c'est assez récent finalement, on n'a pas toujours eu besoin d'un mot biodiversité.
Il a été créé dans les années 80 parce que la communauté scientifique et la communauté naturaliste constataient qu'il y avait des espèces dont les effectifs diminuaient dramatiquement. Et à force d'échanger entre eux, ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des petits problèmes localisés un petit peu sur le globe, c'était donné quand même une tendance générale. Donc il y a eu besoin d'un mot tout simplement pour alerter les pouvoirs publics, le grand public et les sensibiliser. Et donc c'est le mot biodiversity qui est né en premier en anglais, qui s'est transformé en biodiversité chez nous, qui a été officialisé en 92 au sein de la conférence des Nations Unies à Rio. Donc cette biodiversité, c'est quelque chose d'assez énorme. L'apprécier, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça comprend effectivement la variabilité des êtres vivants au sein des espèces. Ça, c'est quelque chose que les professionnels, pourtant, je trouve que tout ce qui est diversité variétale, etc., en agriculture, c'est très important, et pourtant, c'est un petit peu méconnu. La diversité génétique au sein des espèces, c'est de la biodiversité. La biodiversité entre les espèces, c'est la biodiversité, et celle des écosystèmes, donc celle des paysages, finalement. La diversité paysagère, c'est quelque chose aussi qui est très important dans le secteur viticole et qui fait partie de cette biodiversité. Donc on segmente un petit peu en 3 niveaux pour pouvoir l'appréhender de manière plus facile, mais il faut bien se dire que tout ça, c'est très lié, que quand on affecte la diversité spécifique, ça va avoir un impact sur la diversité des écosystèmes et inversement. Donc, pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu environnemental majeur? Alors, il y a eu une expertise, il y a de ça 10 ans, de 1300 scientifiques de par le monde qui sont réunis pour essayer de tracer un petit peu un tableau général de l'état de la biodiversité dans le monde, qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment. Et donc, d'après ce document qui fait aujourd'hui un petit peu référence, on se rend compte que les causes de déclin de la biodiversité sont parfois pas forcément celles auxquelles on pense en premier. Et si on les hiérarchise un petit peu, ce qui met le plus en danger la biodiversité aujourd'hui, c'est la modification ou la destruction des habitats. C'est principalement valable pour les écosystèmes qui sont terrestres, donc tout ce qui se passe au-dessus des océans. En fait, pour faire très très simple, c'est le remplacement d'habitats naturels ou semi-naturels par des espaces qui sont très anthropisés, notamment des espaces agricoles ou des espaces urbains, des infrastructures routières, ce genre de choses. La destruction directe des forêts également. Ensuite, en deuxième lieu, viennent les pollutions, donc en milieu aquatique principalement, mais ça touche aussi tous les milieux. Le changement climatique, l'arrivée d'espèces invasives avec les échanges internationaux, et évidemment, c'est parfois à ça qu'on pense en premier, mais finalement c'est plus ponctuel, les prélèvements directs, donc la surpêche, la chasse excessive, etc. Donc en ce qui nous concerne ici en milieu viticole ou agricole plus généralement, ça va être la modification et la destruction des habitats et les problèmes de pollution. Alors, pour avoir un petit exemple et montrer que ça ne se passe pas que... les problèmes de déforestation ou de destruction des habitats ne concernent pas que les forêts tropicales, par exemple. Moi, je connais assez peu le cas champenois. Je n'ai pas eu trop l'occasion de voir les paysages à cause de la brume ce matin. Donc, je me suis promenée complètement au hasard sur le géoportail de l'IGN. Donc, je vous fais des copies d'écran du site internet. Je ne me suis pas trop foulée pour trouver la zone. Voilà, j'ai encadré le nom d'Épernay sur la carte IGN. Je fais un petit zoom sur le petit rectangle rouge. Et j'ai utilisé la fonction que vous pouvez voir en haut à gauche, là, qui s'appelle remonter le temps, donc qui est assez rigolote parfois lorsqu'on connaît les localités. Oui, ça donne en fait accès à toutes les photos aériennes disponibles depuis qu'elles existent en fait. Donc voilà la petite zone, le rectangle rouge. J'ai retracé, vous voyez le chemin de randonnée violet, là, le petit chemin qui est repassé en violet. Je l'ai repassé en jaune pour avoir un repère un peu visuel. Voilà cette zone du rectangle rouge en 1963. Donc on voit qu'il y a vraiment toute une mixité de milieux qui se côtoient les uns les autres, qui sont complètement mélangés sur la côte, sur le coteau, avec la forêt sur le côté. Là, on passe en 1975, donc on voit effectivement, bon, le haut de la forêt sur le coteau ne bouge pas, on voit par contre le coteau agricole qui s'uniformise un petit peu, et on commence à avoir un petit peu d'urbanisation qui rogne là sur le côté droit. Là, on a le même exemple en 1990, donc encore un petit peu plus d'uniformisation, on cantonne encore un petit peu plus les milieux arborés dans des petites surfaces, et voilà aujourd'hui, donc elle est disponible en couleur, mais je l'ai repassée en noir et blanc, pour qu'on voit un petit peu la comparaison, l'état en fait du coteau aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très... c'est un cas très général dans les appellations d'origine contrôlée à haute valeur ajoutée. Toutes les appellations prestigieuses, en général, suivent ce schéma-là. Et donc, c'est vraiment cette modification des habitats naturels, c'est quelque chose de très global, mais c'est vraiment cristallisé sur le secteur viticole, et principalement le secteur viticole à haute valeur ajoutée. Alors tout ça se répercute, on parle de paysage, après on peut parler aussi d'espèces, tout ça se répercute effectivement sur tout ce qui est vivant. Là vous avez
un rendu depuis les années 90 du programme STOC, donc c'est le suivi temporel des oiseaux communs. Donc là, je parle d'oiseaux communs, je ne parle pas d'espèces en danger, donc c'est toute une liste d'espèces qui sont estimées très très communes par les naturalistes qui ont créé ce suivi. Et où on voit en fait que depuis les années 90, les espèces qui sont un petit peu plus fragiles, un petit peu plus spécialisées sur un milieu en particulier, comme par exemple les espèces qui sont, on va dire qu'elles sont inféodées à un milieu, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un milieu particulier pour se reproduire et pour vivre comme il faut. Donc les espèces forestières, par exemple, c'est la courbe verte. Les espèces des milieux bâtis, c'est la courbe rouge, et les espèces qui sont typiques des milieux agricoles, c'est la courbe jaune, sont en régression par rapport à la valeur de référence des années 90. Au contraire, on voit que les espèces qui sont beaucoup moins exigeantes et qui peuvent se développer un petit peu sur tout milieu, ce qu'on va appeler des espèces généralistes, c'est la courbe noire, sont en grande augmentation. Alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a effectivement ce problème de répartition des milieux dans l'espace. Et c'est vraiment un problème de répartition et de gestion, parce que si on regarde les indicateurs des surfaces agricoles, des surfaces bâties ou des surfaces forestières sur la même période, on est en très faible régression pour les espaces agricoles et en stagnation ou en augmentation pour les bâtis et les milieux forestiers. Donc finalement, là, on voit que ce n'est pas la quantité de milieux à l'échelle de la France qui est vraiment un gros problème, c'est aussi la répartition de ces milieux et la gestion qu'on y fait à l'intérieur. Donc là, on rejoint aussi un petit peu le deuxième point qui a été identifié dans l'expertise, qui est évidemment les problèmes de pollution. Alors, le tableau n'est pas si noir que ça, et principalement dans le secteur viticole, à force de travailler à la fois dans des projets très très appliqués et des projets un petit peu plus scientifiques, on se rend compte que c'est quand même un secteur agricole qui a énormément d'atouts pour travailler sur la biodiversité. D'une part parce que souvent c'est un secteur dans lequel on valorise les produits par rapport à des conditions naturelles, c'est-à-dire le terroir, c'est simplement les conditions de sol, les conditions de climat, etc. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup valorisé, sur lequel on mise beaucoup en viticulture. Et pour valoriser ça, on aboutit souvent, par rapport à des secteurs, par exemple, de grandes cultures annuelles, à des parcelles qui sont relativement petites. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir quand même une certaine finesse dans l'exploitation des parcelles en viticulture. Et ça, c'est un très grand atout, et c'est extrêmement important, parce que ça fait qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont situés entre les parcelles, qu'on appelle des espaces interstitiels. Et c'est vraiment là-dessus qu'on peut jouer pour favoriser la biodiversité en secteur viticole. D'autre part, c'est aussi donc le vin, effectivement, c'est un produit qui se vend aussi avec une image. C'est pas un hasard, je pense, il y a beaucoup d'appellations viticoles qui postulent et qui sont admises au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quelque chose sur lequel on aime beaucoup parler, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup apprécier et valoriser. La structuration en appellation d'origine contrôlée aussi permet d'avoir une valorisation supplémentaire. Donc c'est un produit culturel qui se valorise bien, et là, dans ce cadre-là, les efforts environnementaux peuvent se mettre en avant assez facilement. Et c'est vrai que c'est plus facile de vendre le paysage qui est à droite que celui qui est à gauche, forcément, pour l'image aussi de la filière. Donc il y a vraiment des atouts dans le secteur viticole, à la fois d'un point de vue pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, vous en verrez beaucoup d'exemples par la suite, et comment on peut le valoriser. Donc il n'y a pas de raison de ne pas être exemplaire dans ce domaine-là, et d'autant plus, après on ne va pas se préoccuper de la biodiversité par pur amour de la nature non plus, on a peut-être d'autres choses à en tirer évidemment. Et donc là on va s'intéresser, comme Philippe l'a dit sur l'intervention précédente, non pas seulement à décrire cette biodiversité, mais à essayer de savoir ce que ça peut nous apporter. Donc ça, c'était aussi un des grands buts du Millennium Ecosystem Assessment. Et donc, il faut quand même considérer que la biodiversité fournit un grand nombre de services. On va parler effectivement de biodiversité fonctionnelle, donc ça a déjà été dit. Et aujourd'hui, on parle plutôt de services écosystémiques, donc les services qui sont rendus par les écosystèmes. Alors, ces écosystèmes fournissent des ressources directes en nourriture. Bon, on n'est plus tous chasseurs-cueilleurs, il y a peut-être des chasseurs dans la salle, ou des pêcheurs, mais bon, effectivement, ça ne fait pas partie non plus de notre plus grande source de nourriture. Donc, c'est quand même un problème aujourd'hui, tout ce qui est problème de chasse et pêche, et notamment les surpêches, mais c'est quand même assez ponctuel. Mais c'est également une ressource énorme en termes de gènes, de matériaux, de molécules. La diversité génétique est extrêmement importante pour tout ce qui est sélection variétale. En fait, ça fait une assurance un petit peu dans le futur, parce qu'on ne sait jamais exactement quel problème on va avoir à affronter, et c'est jamais, si la nature a misé sur une diversification du vivant aussi grande, c'est bien une stratégie, et on peut puiser dans cette stratégie, nous aussi, pour trouver des solutions. Donc ça va être en adaptation du matériel variétal, par exemple. On parle beaucoup de changement climatique aujourd'hui et comment on va s'adapter. Il faut avoir de la ressource, des conservatoires, des choses comme ça qui permettent de puiser dedans. En termes de molécules aussi, dans le secteur pharmaceutique, c'est quelque chose d'assez criant. Il y a énormément de molécules
qui sont tirées d'organismes vivants. Par exemple, il y a des dizaines de milliers de molécules qui sont mises en analyse qui viennent d'organismes marins sur lesquels vous n'auriez jamais misé si jamais on vous avait demandé au départ. Hein. Et pourtant, il y en a des dizaines qui sont en développement clinique pour leurs propriétés anticancéreuses. Donc c'est en fait une assurance un petit peu pour ce qu'on pourrait avoir, ce dont on pourrait avoir besoin dans le futur. Ensuite, avec les sols, vous l'avez bien vu, il y a toutes les questions de protection de ressources en air, eau, sol, le recyclage des éléments, etc. Donc c'est vrai qu'une structure arborée va protéger contre la dérive des phytos, par exemple. Un couvert végétal, ça va protéger les sols de l'érosion. Donc ça, ce sont des services, effectivement, qui se passent tous les jours et qu'on a parfois un petit peu du mal à apprécier parce que c'est très, très compliqué. Il y a beaucoup d'économistes qui se penchent sur la question pour essayer de mettre un prix là-dessus, pour essayer de montrer combien ça coûte. Et notamment, par exemple, la pollinisation a été chiffrée en 2005 par des équipes de l'INRA à 153 milliards d'euros. Donc ça représente finalement un tiers du tonnage de la production annuelle de nourriture. Ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent qui se passe sous nos yeux sans qu'on ait besoin d'investir quoi que ce soit. Donc on se rend compte là finalement qu'il y a quand même tout un intérêt à conserver cette diversité, à la fois au niveau des paysages et à la fois au niveau des ressources génétiques. Et en dernier lieu, alors il y a un service dont on parle beaucoup en viticulture, c'est le premier qui vient à l'esprit, je me suis permis de le mettre en dernier pour montrer un petit peu les autres, c'est la lutte biologique. Donc la lutte biologique, on en parle beaucoup, c'est le fait d'exploiter des êtres vivants pour maintenir en dessous du seuil d'intervention les organismes qui nous embêtent, les ravageurs des cultures. Alors, je rebondis un petit peu là-dessus pour vous présenter finalement tout ce qui se balade en termes principalement d'arthropodes, donc ça va être les insectes, les acariens, les araignées, dans une parcelle de vigne, pour vous montrer un petit peu leur rôle. Alors je vous présente un très très petit échantillon de ce qu'on peut y trouver, évidemment, parce que, un petit peu de la même manière que dans une cuillère de sol, sur une parcelle de vigne, c'est extrêmement difficile de compter tout ce qu'on peut rencontrer. C'est très très riche. Alors, les acteurs de la lutte biologique, on va commencer par les plus fourbes, les parasitoïdes, par exemple. Ce sont des organismes qui pondent leurs œufs dans les œufs ou les larves d'autres organismes qui sont présents sur les parcelles. Donc là, il y a beaucoup de travaux de l'INRA et de l'IFV qui se sont concentrés sur essayer d'identifier tous les parasitoïdes, toutes les bêtes, qui sont souvent des hyménoptères, donc c'est la grande famille des guêpes, des abeilles, des frelons, etc. Donc ils font partie de cette famille. Ils se sont intéressés à tous ceux qui parasitent plus particulièrement les ravageurs de la vigne. Donc là, par exemple, sur le Démis, vous voyez deux parasitoïdes principaux. Alors, le tout petit en bas à gauche, là, sur la photo, qui est un petit peu rouge, ce sont des trichogrammes, là, qui sont deux sur la photo. Donc des petites guêpes qui vont aller pondre leurs œufs dans les œufs de Démis ou de Cochyllis. Il y a un petit complexe d'espèces qui va s'en occuper. Et celui qui est un petit peu plus gros, donc alors les trichogrammes, ça fait 1 mm maximum d'envergure, hein, et un petit peu plus gros, là 5 mm à peu près pour le Campoplex capitator, donc c'est un ichneumoniidé. Vous voyez la guêpe un peu noire, où vous pouvez distinguer au bout de l'abdomen, là son ovipositeur. Donc lui, il va pondre ses œufs dans les larves, par exemple, de Démis. Donc ça, ce sont des animaux qui sont présents très naturellement sur les parcelles et qui peuvent avoir des efficacités qui vont de quelques pourcents à parfois plus de 50% de mortalité des ravageurs concernés, donc là en l'occurrence le Démis. À côté, vous avez aussi, par exemple, sur la cicadelle verte, un autre parasitoïde d'œuf qui s'appelle Anagrus atomus. Donc là, vous le voyez en très gros. Alors il faut imaginer, vous voyez l'échelle quand même, que ça fait à peu près 0,5 mm d'envergure. Il y a plusieurs espèces d'anagrus, toutes ne parasitent pas la cicadelle verte. Je vous raconte le plaisir que c'est pour faire des études là-dessus, pour arriver à les reconnaître. Et donc eux vont aussi pondre leurs œufs dans les œufs de la cicadelle verte. Alors, effectivement, c'est aussi une grande prouesse pour eux, finalement, parce qu'ils sont tout petits, et la cicadelle verte, elle planque ses œufs à l'intérieur des nervures de la feuille de vigne. Bon, je vous laisse imaginer un petit peu la stratégie qu'ils doivent établir pour arriver à les trouver et se reproduire dessus. Alors, tous ces organismes-là sont présents sur les parcelles, et aujourd'hui, les études de l'INRA et de l'IFV n'ont pas vraiment trouvé ce qui fait que sur une parcelle, on a beaucoup de parasitisme, on a un très bon contrôle des ravageurs naturels, ou on a moins de parasitisme. On n'arrive pas trop à savoir exactement qu'est-ce qui détermine l'efficacité naturelle de ces parasitoïdes. Néanmoins, quand on connaît un petit peu mieux leur cycle, on se doute que, de la même manière, d'avoir une diversité végétale autour des parcelles, ça va plutôt aller en les aidant.
Pour donner un exemple assez concret, Anagrus atomus, que je viens de vous présenter, donc qui se reproduit sur la cicadelle verte en pondant ses œufs à l'intérieur. Mais pour passer l'hiver, il a besoin d'un œuf dans lequel il va pondre à la dernière génération. Ce sera un œuf qui va rester parasité pendant l'hiver et puis il va réémerger au printemps suivant. Là, il y a un petit problème parce qu'en fait, la cicadelle verte, elle passe l'hiver sous forme adulte. Donc en fait, il ne peut pas passer l'hiver rien qu'avec de la cicadelle verte. Il a besoin d'autres cicadelles dans des autres milieux adjacents au vignoble qui passent, elles, leur hiver sous stade d'œuf pour pouvoir les parasiter et réémerger l'année d'après. Donc là, on voit bien que simplement en connaissant un petit peu la vie et l'œuvre de toutes ces petites bêtes-là, le plus souvent, on retombe sur les mêmes conclusions, c'est qu'il y a besoin d'avoir des autres éléments à proximité des parcelles pour leur être bénéfiques et leur permettre une meilleure fécondité, une meilleure efficacité, et tout simplement de se perpétuer sur les parcelles. Alors, après, il y a des organismes aussi, des insectes ou des deux autres arthropodes qui ont un autre type d'action, on va appeler ça plutôt des prédateurs, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir directement sur leur proie. Alors, il y a un très bel exemple de contrôle biologique naturel avec les typhlodromes, donc ce sont les acariens qui prédatent les araignées rouges de la vigne. Donc, il y a tout un complexe d'espèces qui diffèrent un petit peu selon les régions viticoles, ça a été beaucoup étudié. Et donc on se rend compte qu'en choisissant, eux par contre sont très très sensibles aux spécialités phytosanitaires, et donc en choisissant des programmes phyto qui soient moins toxiques et plus respectueux de ces organismes-là, on arrive souvent à avoir des populations sur les parcelles qui sont suffisantes pour assurer un contrôle biologique permanent. De manière un peu plus anecdotique, ils sont assez présents sur les parcelles, mais on connaît mal leur efficacité. On a par exemple les chrysopes, je vous les montre parce que c'est assez facile à observer aussi. Vous avez un exemple en dessin d'adulte, là, ce sont des neuroptères, donc des insectes, qui ont des grandes ailes membraneuses qui sont plus grandes que le corps, c'est un peu leur particularité. Et les adultes ne sont pas intéressants en tant que tels, puisqu'ils butinent plutôt, mangent du pollen, du nectar, ce genre de choses. Mais ce sont les larves qui sont extrêmement voraces, que vous pouvez voir en photo. Là, il y en a une qui attaque une colonie de pucerons et qui attaque aussi tout ce qui est larves de cicadelle verte, par exemple, tous les homoptères. Et elles sont faciles lorsqu'on fait des observations dans les parcelles, on peut voir facilement leurs pontes, qui sont en fait les petits œufs blancs là, que vous voyez au bout d'un petit fil. C'est assez typique de ces bêtes-là. Dès que vous voyez un œuf qui a cette configuration-là, c'est forcément un œuf de chrysope, normalement. Donc quand on fait des observations, on en croise beaucoup sur les parcelles aussi. Les araignées, prédateurs très généralistes, donc eux ne sont pas très sélectifs au niveau de leur régime alimentaire, quoiqu'on n'a pas vraiment étudié non plus leurs plats préférés pour toutes les espèces, c'est quand même un gros travail, mais qui sont présentes sur toutes les strates de la parcelle viticole, c'est-à-dire que vous en avez comme les Pisoridés par exemple qui vont plutôt se rencontrer au sol. Donc quand on effectue des piégeages ou des prélèvements, on va plutôt les rencontrer dans des pots qu'on enterre pour avoir tout ce qui rampe au sol. On a beaucoup de ces araignées-là. Et puis d'autres qui se promènent beaucoup plus dans le feuillage, c'est-à-dire celles qui vont tisser des toiles comme les argiopes, qui sont assez impressionnantes, les thomises qui chassent, qui se planquent en fait pour attraper leur proie, qui chassent complètement cachées, les salticidés, là vous pouvez voir des exemplaires, donc vous voyez les yeux qu'elles ont, j'imagine qu'on imagine bien comment est-ce qu'elles chassent, celles-là, elles ont une vue panoramique assez impressionnante, elles peuvent se permettre de chasser en sautant directement sur les proies. Donc ça, ce sont des organismes qui sont très présents dans les parcelles, qu'on trouve en grand nombre et qui ont une activité dont on a beaucoup de mal par contre à estimer l'efficacité pour les ravageurs cibles qui nous intéressent. On a également les punaises. Alors toutes les punaises ne sont pas prédatrices. On a alors, elles ont toute la particularité par contre d'avoir un type un rostre, en fait, ce qu'on va appeler la pièce buccale sur la tête que vous pouvez voir sur la photo qui est en haut à gauche. Qui leur permet de piquer des tissus, que ce soit des tissus végétaux si elles sont phytophages, ou des animaux. Donc les Orius, par exemple, raffolent pas mal des œufs de Démis, donc ils vont les piquer et aspirer complètement l'intérieur. Donc ça, ce sont aussi des catégories d'insectes qu'on trouve en très grand nombre dans les parcelles. Mais de la même manière, comme elles peuvent prédater un petit peu de tout, c'est difficile de savoir vraiment, simplement sur Eudémis, Cochilis ou sur les cicadelles, quel est leur impact. On a du mal à apprécier en termes de chiffrage l'impact de ces bêtes-là. Et puis ensuite, il y a tous les autres prédateurs, alors notamment les oiseaux et les chauves-souris, qui sont extrêmement intéressants pour également apprécier la qualité des milieux, parce que ce sont des indicateurs d'un petit peu plus grande envergure, on peut voir mieux la qualité des paysages viticoles avec ces indicateurs-là. Donc les oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont insectivores, les chauves-souris sont exclusivement insectivores, s'il n'est pas anodin de rappeler qu'en Europe, elles sont toutes insectivores, donc elles ne s'attaquent pas à l'homme et elles sont toutes protégées aussi, donc si jamais vous en découvrez sur
sur les parcelles ou dans des bâtiments, il est interdit de les détruire. Et elles ont vraiment une très très grande consommation d'insectes, surtout pendant la période de reproduction. Donc ce sont des organismes qui sont pas anodins en milieu viticole. Et on en trouve beaucoup aussi quand on fait des expertises avec par exemple la LPO. On est souvent étonné de tout ce qu'on va trouver comme chauve-souris dans les milieux viticoles. En termes d'application, pour résumer un petit peu tout ça, alors là c'est vraiment un petit échantillon de tout ce qu'il y a, parce que c'est vrai qu'en quelques dizaines de minutes, c'est extrêmement difficile de tout couvrir. Mais c'était simplement des petits exemples pour vous montrer que les insectes d'intérêt agronomique aujourd'hui, les prédateurs et surtout les parasitoïdes, malgré tous les tests qui ont été réalisés à ce jour, on n'a pas encore de solution, on va dire, biologique commerciale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les produire en grande quantité pour faire, par exemple, des lâchers inondatifs comme on pourrait le faire en culture de maïs. Donc en viticulture, pour le moment, on n'a pas encore ce type de solution. Par contre, si on a du mal un petit peu à vraiment... ça, il faut brancher l'ordinateur. Par contre, on sait qu'ils sont très présents sur les parcelles. On arrive à avoir des taux de parasitisme parfois qui peuvent aller jusqu'à un peu plus de 50%, par exemple pour Campoplex capitator sur la première génération de Démis. Ça veut dire que sans que vous fassiez rien, il y a déjà quand même la moitié de la population qui est décimée en début de saison. Donc, si on ne connaît pas exactement comment gérer tout ça, on a quand même le sentiment, au travers des études, que les ressources et l'habitat qui leur est nécessaire, c'est-à-dire préserver des ressources en pollen, en nectar, des habitats semi-naturels autour des parcelles, c'est quelque chose d'extrêmement important pour maintenir ces populations. Donc finalement, quand on préserve cette biodiversité-là, cette biodiversité paysagère, dont on a bien besoin pour les secteurs viticoles, on protège aussi un petit peu leurs ressources à tous ces organismes utiles. Si on n'arrive pas à avoir de relations très très claires, on a quand même des grandes tendances. Donc là, je vous en montre une. On constate ça assez souvent. Sur Edemis, par exemple, au cours du projet Biodivine, qui est un projet européen qu'on a mené sur 7 vignobles en France, Espagne et Portugal. Là, je vous présente le résultat en France. On constate que lorsqu'on fait des analyses paysagères autour des parcelles où on réalise les prélèvements, pour Edemis, on capture toujours moins de mâles Edemis adultes dans les pièges à phéromones quand on a des paysages qui sont diversifiés. Donc vous avez le pourcentage de forêt qui est en abscisse, les abondances en ordonnée, et on a des relations statistiques qui sortent, et on constate de toute manière que dans les paysages diversifiés, on a ce ravageur qui est beaucoup moins abondant. Est-ce que c'est parce qu'il y a du contrôle biologique? Est-ce que c'est parce que ce ravageur est tout simplement plus important quand il y a plus de ressources, c'est-à-dire des parcelles de vignes sur des grandes surfaces? Effectivement, on peut se poser la question, mais en tout cas, la relation existe tout de même. Et quand on fait la préservation de la biodiversité à l'échelle paysagère, c'est-à-dire la restauration des éléments paysagers ou leur bonne gestion, on bénéficie évidemment à tout le reste. Alors tout ce que je vous ai montré avant, c'est vrai que ce n'était pas très sexy en termes de communication. Ce n'est pas des bestioles qui sont très très jolies. Là, effectivement, lorsque on va commencer à travailler sur la question, on a plein de choses à montrer. Et ça s'apprécie également en termes de biodiversité pour la communication interne ou pour la communication externe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut valoriser très facilement dans le secteur viticole. Les quelques clés qui vont vous être présentées pour agir dans ce sens, c'est de préserver ce qui existe, de parfois mieux le gérer, parce qu'on se rend compte qu'il y a parfois des habitudes, parce qu'on n'y a pas forcément pensé. On a des fois des habitudes de gestion qui ne sont pas forcément les bonnes. Quelquefois, souvent, on réduit même un peu la quantité de travail en revoyant un petit peu la manière de gérer ces milieux quand on fait des études. Ou réintroduire, quand il y en a besoin, des habitats semi-naturels. Et évidemment, en parallèle, c'est raisonner les pratiques phytosanitaires, puisqu'évidemment, tout ça va de pair. Ça peut aller de la couverture des sols, à l'implantation d'arbres, à la restauration du vieux bâti, etc. Donc tout ça, ce sont des actions qui vont dans le bon sens pour la biodiversité générale et aussi pour celle qui nous est utile. Et aussi, justement, donc je vous ai montré de plusieurs jolies photos, ça permet toujours de communiquer de manière très positive autour de l'image de la viticulture auprès du grand public ou même en interne au sein des exploitations. On a réalisé beaucoup de journées grand public, beaucoup de randonnées dans les vignobles où on aborde spécifiquement cette histoire de biodiversité. C'est vrai qu'en viticulture, on valorise beaucoup le terroir, donc la valorisation de ces conditions très particulières de sol et de climat. S'il y a aussi quelque chose qui répond à ces conditions particulières de sol et de climat, c'est bien le vivant qui va se développer dessus, parce que toutes ces espèces-là qui sont présentes naturellement ne sont pas là par hasard, elles sont là parce qu'il y a un sol typique, parce qu'il y a un climat typique. Et de la même manière qu'on va valoriser un vin pour son terroir, on peut également valoriser tout le cortège d'espèces naturelles qui s'y trouvent. Donc là, c'est vraiment quelque chose de toujours très positif. Et il nous est arrivé aussi pour des exploitations qui avaient mis en place beaucoup de
de mesure de réaliser des formations en interne, donc avec le personnel ouvrier, pour expliquer pourquoi tout d'un coup on va se mettre à ne plus faucher la bordure de la forêt, pourquoi on ne va plus curer les fossés de cette manière, etc. C'est vrai que ça peut susciter des incompréhensions. Et on se rend compte que ça fédère énormément le personnel d'une entreprise de savoir que pour cette cause-là, on va modifier un petit peu les pratiques. Dans tous les cas, ça fait de la communication toujours très très positive. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et puis vous allez voir quelques exemples très appliqués au niveau champenois avec Alexandra. Merci Josépha. On va maintenant accueillir Alexandra Bonomelli, donc qui est chef de projet au sein du CVC, chef de projet sur tout ce qui touche sur la biodiversité et le paysage champenois. Donc elle va nous présenter des résultats concrets sur notre territoire. Oui, bonjour. Donc effectivement, par rapport à tout ce que viennent d'évoquer Philippe et Josépha, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qui peut se passer en Champagne dans notre vignoble. Donc j'attends le diaporama. Voilà. Donc je vais axer mon exposé sur 2 points. Tout d'abord, faire un petit peu un état des lieux au niveau des inventaires déjà réalisés dans le vignoble, et ensuite comment favoriser la biodiversité dans notre vignoble avec des exemples concrets d'aménagement. Donc au niveau des inventaires, je vais uniquement parler flore, arthropodes, oiseaux, puisque tout ce qui est biodiversité des sols a déjà été en partie abordé, et puis mon collègue Olivier Garcia va aussi en parler après. Donc à chaque fois, je vais essayer de vous parler un petit peu de la diversité taxonomique, du descriptif de ce qui existe, et de relier ça à une fonctionnalité pour notre vignoble. Donc concernant la flore, nous avons fait un inventaire assez exhaustif du vignoble il y a une dizaine d'années, donc dans 5 secteurs assez différents du vignoble, allant du Bar-Sécané au massif de Saint-Thierry, en passant par le Cézanais, la montagne de Reims, la vallée de Marne. Donc l'inventaire a été fait à différentes périodes de l'année sur les parcelles de vignes et leurs pourtours, donc les talus, les fossés, les fourrières, etc. Et en parallèle, sur les parcelles qui ont été inventoriées, on a fait une enquête sur les pratiques d'entretien des sols et de fertilisation pour essayer de corréler un peu tout ça. Donc, parmi les principaux résultats obtenus, donc, il y a un peu plus de 360 espèces différentes, herbacées et arbustives, qui ont été inventoriées, jusqu'à 90 espèces différentes au sein d'une même parcelle de vigne. On a même vu quelques espèces rares inscrites sur la liste rouge de Champagne-Ardenne. Donc là, c'était plutôt dans les pourtours des parcelles, pas forcément dans les parcelles. L'inventaire a permis de montrer qu'il n'y a pas forcément de lien entre la flore et le milieu, c'est-à-dire qu'en gros, dans toute la Champagne, on trouve à peu près le même type de flore, avec quand même une petite différence entre le nord et le sud du vignoble. Mais le lien le plus fort qui a été montré, c'est entre la flore et les pratiques d'entretien des sols. C'est-à-dire que si selon que vous désherbez, vous allez chimiquement sélectionner un certain type de flore. Si vous tondez, vous allez aussi sélectionner un certain type de flore. Si vous travaillez le sol, de la même manière, vous sélectionnez un certain type de flore. Voilà, donc tous les résultats, oui, quand je les signalés, on fait souvent l'objet d'articles dans le Vigneron champenois. Donc si vous voulez retrouver plus de détails, vous pouvez vous reporter, là par exemple, un article qui date de mai 2007. Donc par rapport à ces espèces, on a essayé aussi de voir un peu quel était le lien avec les ravageurs et auxiliaires, qu'est-ce qu'elles étaient susceptibles d'héberger comme soit ravageurs, soit comme auxiliaires, pour ensuite, dans les conseils que l'on donne en termes d'enherbement des parcelles et des pourtours des parcelles et en termes d'implantation de haies, voir ce qui était plus intéressant à favoriser et à éviter par rapport aux ravageurs et aux auxiliaires. Donc par rapport à tout ce qui est inventaire d'arthropodes, donc, nous avons réalisé différents types de piégeage. Ça peut être donc soit des cuvettes jaunes, des pièges enterrés pour tout ce qui est plus arthropodes au niveau du sol, des battages de rameaux au-dessus d'un gros entonnoir pour recueillir les arthropodes qui peuvent se trouver dans le feuillage, ou aussi des récoltes de feuilles. Donc tous ces différents types de prélèvements ont été faits dans le cadre de différents programmes, par exemple le programme européen Biodivine, sur lequel on essayait de mettre en corrélation l'environnement paysager des parcelles avec les arthropodes trouvés dans les parcelles. Et puis des prélèvements ont pu être faits aussi au niveau de haies,
et puis de parcelles à proximité immédiate de haies, en s'éloignant de plus en plus de la haie pour essayer de voir un petit peu l'influence des éléments naturels par rapport à la biodiversité. Et donc les parcelles inventoriées ont été des parcelles situées soit en plein cœur de vignobles, soit en lisière de forêt, en lisière de village, enfin voilà, dans différents environnements paysagers, pour essayer de voir s'il y avait des liens entre la diversité des paysages autour de nos parcelles et la diversité des arthropodes. Et donc différentes méthodes d'identification ont été utilisées. Donc là, vous pouvez aussi retrouver certains résultats dans le vigneron champenois. Donc voilà, à chaque fois, quand on a fait des inventaires dans les parcelles, on a cartographié le paysage autour des parcelles pour voir un petit peu la proportion de vignes, de forêts, de villages, etc. Donc sur différents cercles de diamètre de 100 ou 500 mètres autour des parcelles. Et donc à chaque fois, on regarde abondance et richesse. Donc richesse, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes vues. Donc là, sur des études qui ont été réalisées sur 3 ans, entre 2012 et 2014, on a vu les 3 années qu'on trouvait à peu près 600 morpho-espèces différentes dans les parcelles de vignes. Et principalement, vous voyez sur le graphique, au niveau des ordres, donc principalement des coléoptères, des diptères et des hyménoptères. Donc ça, c'est du descriptif global, mais voici donc en quelques photos de ce que nous avons pu capturer. Et on a voulu regarder aussi, aller plus précisément dans l'identification de ces arthropodes, voir si parmi tout ceci, on pouvait identifier les auxiliaires dont Josépha vient de vous parler juste avant. Donc on a pu identifier un peu moins de 70 espèces d'auxiliaires différents, que ce soit des prédateurs spécialistes ou généralistes, ou des parasitoïdes. Donc que ce soit des chrysoptes, des acariens, des hyménoptères parasitoïdes, coccinelles, araignées, etc. Donc c'est quand même une population assez importante qui est trouvée dans les vignes. Après, ce qui est plus délicat, c'est de faire le lien entre leur présence et leur efficacité dans la régulation des populations de ravageurs. On a remarqué aussi sur cette étude sur 3 ans un effet année dans l'abondance des arthropodes capturés. On suppose que c'est principalement lié au climat parce que, par exemple, 2013, qui était une année assez fraîche et humide, on a pu constater une baisse de 25% par rapport aux années 2012 et 2014. Donc voilà, on pense souvent que les pratiques influencent aussi, mais il y a aussi un effet climat, un effet année qui peut jouer sur l'abondance des arthropodes. Et puis donc au niveau des corrélations qu'on a pu établir entre abondance et richesse des arthropodes et éléments du paysage, on a pu voir des corrélations positives entre abondance et richesse des arthropodes et tout ce qui était éléments naturels et semi-naturels, comme les forêts, les bosquets, les arbres isolés, les friches ou les cultures permanentes, et des corrélations négatives avec tout ce qui était zones urbaines et routes. Donc là aussi, vous pouvez retrouver les résultats de ces études dans le vigneron champenois. Alors un dernier point sur les inventaires, c'est ce qui concerne les oiseaux. Donc là, nous avons fait un inventaire l'année dernière avec la LPO, avec des suivis stocks, donc comme on a vu tout à l'heure, suivi temporel des oiseaux communs, qui consiste à faire des périodes d'écoute, des points d'écoute et des notations visuelles et auditives des oiseaux qui sont vus dans le vignoble, et puis un suivi spécifique de la chouette chevêche, qui est une petite chouette emblématique qu'on peut trouver dans les milieux de vergers, de bocage, de vignobles. Donc, par rapport à ces inventaires réalisés l'année dernière, sur les 69 espèces d'oiseaux potentiellement présentes en Champagne-Ardenne, donc il y en a 55 qui ont été vues dans le vignoble, enfin vues ou entendues dans le vignoble. Donc ça a été fait sur le secteur des coteaux historiques, cette étude. Et parmi ces 55 espèces, il y en a qui sont juste de passage dans le vignoble, qui passaient là au moment où l'observateur était là, mais il y en a une vingtaine qui sont vraiment spécifiques au milieu ouvert, au milieu bocager, de verger, de vignoble. Donc, quelques exemples des espèces les plus présentes. Donc, par exemple, les 5 espèces les plus présentes vues l'année dernière, c'était par exemple la linotte mélodieuse, les alouettes des champs et l'alouette lulu, la corneille noire et le merle. Donc, ça sont des espèces qui peuvent soit venir se nourrir dans le vignoble, qui se nourrissent principalement d'invertébrés, ou soit carrément même nicher dans le vignoble, dans les petits bosquets, arbustes qui peuvent persister. Et les secteurs les plus riches, c'était les lisières de forêt ou proximité d'habitation, parce qu'en fait, il y a souvent un effet lisière. Quand on fait des suivis de biodiversité, c'est souvent plus riche au niveau des lisières. Alors, au niveau de la chouette chevêche, aucune chouette n'a pu être vue l'année dernière sur les coteaux historiques. Bon, c'est une chouette qui est en régression en France et donc dans toute la France. C'est une espèce en plus qui est assez discrète et les conditions météo étaient plutôt défavorables au printemps dernier. Mais par contre, si on n'en a pas vu sur les coteaux historiques, il y en a qui subsistent encore. Par exemple, en montagne de Reims, la LPO, on en voit régulièrement. Donc c'est une petite chouette qui vit
soit au niveau de vergers ou soit de bâtiments isolés comme les cabanes de vigne, etc. Et le fait qu'on en voit de moins en moins s'explique aussi par la destruction des habitats, des cabanes de vigne et des vergers qui peuvent subsister dans le vignoble. Donc là aussi, vous pouvez retrouver les résultats de cette étude dans un article du Vigneron champenois. Voilà, donc là, c'était pour l'état des lieux très rapide, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps sur les inventaires réalisés ces 10 dernières années au vignoble. Et je vais aborder maintenant le point de comment faire pour favoriser cette biodiversité au vignoble. Donc, 3 volets. Tout d'abord, mettre en place des pratiques viticoles durables. Donc là, je ne vais pas détailler, mais vous pouvez jouer sur différents points. Donc, comme tout d'abord, la réduction des intrants, le choix des produits ou méthodes les moins nocifs, c'est-à-dire que quand vous devez intervenir, essayez de réfléchir à le produit le moins nocif pour l'environnement. L'optimisation de la pulvérisation aussi, c'est un point important parce que tout ce que vous pourrez plus cibler sur la parcelle et qui n'ira pas dans l'environnement immédiat, dans les fourrières, dans les fossés, etc., ça sera toujours très utile pour favoriser la biodiversité. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être favoriser l'enherbement des parcelles et de leur pourtour. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas trop le temps. Autre point pour favoriser la biodiversité, c'est aussi tout ce qui est conservé et géré de manière durable l'existant. Donc si on regarde un petit peu dans notre vignoble, comme Josépha l'a montré sur les photos aériennes tout à l'heure, on s'aperçoit que tout ce qui était bosquet, verger, arbres isolés, etc. a beaucoup diminué ces 40 dernières années. Donc ce qui peut persister en alignement d'arbres, en petits bosquets, friches, vergers, etc., il est essentiel de les conserver. Cela concerne aussi tout ce qui va être muret en pierre, cabane de vigne, cadole. Ça aussi, c'est très important de les conserver. Ce sont des habitats importants pour différents oiseaux, petits mammifères, arthropodes. Et au niveau de tout ce qui est espace interstitiel, donc comme on l'a vu tout à l'heure, dans les vignobles, il y a beaucoup d'espaces interstitiels. Le vignoble, par exemple, en Champagne, c'est pas 100% de vignes, c'est à peu près 85-90% de vignes et 10-15% d'espaces autres. Donc fourrières, chemins, talus, fossés, les friches, les vergers, etc. Et donc c'est sur tous ces espaces-là qu'on peut essayer d'augmenter la biodiversité en les préservant et en les gérant de manière durable. Donc il faut éviter tout ce qui est intrant, surtout pas d'herbicides, ne pas désherber un talus, ne pas désherber une fourrière, etc. Quand on réaménage le vignoble, éviter de trop modifier les pentes naturelles, garder les talus existants, ne pas modifier le vignoble. Quand on doit faucher un talus, une fourrière, il faut éviter de faucher trop fréquemment et il faut éviter aussi certaines périodes de l'année. Donc tout ça, c'est par rapport aux périodes de reproduction, soit de certains insectes ou soit des plantes aussi qui ont besoin pour certaines de pouvoir monter à graines pour pouvoir persister. Donc si vous voulez avoir une diversité floristique et faunistique, voilà, faut soit faucher très tôt en saison ou alors plutôt attendre le mois d'août si c'est possible. Et puis on pense peut-être un peu moins aussi à tout ce qui est fossé, bassin hydraulique, etc. Donc s'il y a un entretien à faire, il faut aussi raisonner la période d'entretien et l'intensité de l'entretien. Donc là, c'est à voir aussi peut-être avec les gestionnaires type ASA, AF, etc. Quand ils entretiennent ce genre de fossé, de bassin, se rapprocher de conseillers pour faire pour les curer, les faucher tard. Par exemple, au printemps, il y a tout ce qui est période de reproduction pour les amphibiens, donc il faut éviter d'intervenir à cette période-là. Et puis, nettoyer ne veut pas dire mettre à blanc. Il faut regarder la végétation déjà existante dans ces éléments fossés et bassins. Et puis, donc, dernier point pour favoriser la biodiversité, c'est aménager le vignoble pour recréer des habitats favorables qui ont pu être détruits ces dernières années. Donc aménager, on n'a pas forcément toujours, on pense à trouver un grand espace pour mettre une haie, etc. Pas forcément, ça peut être aussi des fois un arbre isolé, un petit bosquet. Voilà, il faut essayer de trouver tous les petits espaces qu'on peut trouver dans le vignoble à une intersection de chemin, sur un talus, pour essayer de remettre des arbres isolés, des bosquets, des haies, des petits vergers, et puis aussi des mélanges fleuris, pourquoi pas. Donc les buts sont multiples, c'est améliorer l'esthétique des paysages, lutter contre le ruissellement, l'érosion, contre la dérive des produits phytosanitaires, par exemple quand on met une haie entre une parcelle de vigne et un fossé, augmenter la biodiversité. Après, le dernier point qui concerne la restauration des équilibres naturels, c'est beaucoup plus complexe, on ne peut pas certifier qu'en réaménageant le vignoble, on va recréer des équilibres tels qu'il peut exister entre acariens et typhlodromes. C'est le but qu'on cherche à atteindre, mais
c'est assez difficile à estimer. L'efficacité de la prédation et du parasitisme des arthropodes, par exemple, est assez délicat à évaluer. Donc là, par rapport à toutes ces thématiques, il y a des fiches techniques qui sont disponibles sur l'extranet pour vous conseiller sur les types d'espèces à implanter. Donc, quel type d'espèces, que ce soit pour les mélanges fleuris, les haies, les arbres. Donc, le plus important, c'est de privilégier des espèces locales. Pas d'espèces exotiques, pas d'espèces horticoles. Voilà, on est dans le vignoble, il faut utiliser ce qu'on trouve, ce qui persiste naturellement dans les bosquets encore existants, des espèces locales. Donc, on peut avoir quelques critères agronomiques ou pratiques. Par exemple, pour les haies, on ne veut pas que ça pousse trop haut, on veut que ça puisse utiliser des espèces qui puissent supporter la taille si on doit les tailler. Pour les fleurs, si on parle dans les parcelles, faut réfléchir un petit peu à tous les critères agronomiques de concurrence hydrique et azotée avec la vigne, résistance au piétinement au passage des engins. Regardez aussi par rapport à tout ce qui est hébergement de ravageurs et auxiliaires, essayez de ne pas favoriser les ravageurs et favoriser les auxiliaires. Alors, quelques exemples d'espèces à éviter. Donc, je vous parlais de tout ce qui est espèces exotiques. Donc, par exemple, tout ce qui est, là sur la photo, vous voyez des cosmos, des ignas. Il y a aussi tout ce qui est pavot de Californie et autres. Donc, comme leur nom l'indique, ne viennent pas du tout d'Europe. Donc, non seulement ça a peu d'utilité pour les arthropodes, puisque déjà, ce sont des espèces qui ne produisent pas beaucoup de nectar et de pollen, mais en plus, ça peut être nocif, puisque ce sont des espèces attractives visuellement de par leur couleur, et les insectes, il y a plusieurs études qui sont parues là-dessus, peuvent, entre guillemets, s'épuiser à essayer d'aller sur ces espèces-là, sans chercher à aller voir des espèces locales qui existeraient un peu plus loin, mais qui seraient moins attractives au niveau couleur. Donc vraiment, dans le vignoble, à éviter ce genre d'espèces, vous pouvez les mettre dans votre exploitation, dans la cour, autour des bâtiments d'exploitation, mais évitez vraiment dans le vignoble. Autre exemple, même si on sème des espèces locales ou on plante des espèces locales, bien prendre des cultivars type sauvage et non pas horticole. Là, vous avez un exemple avec le bleuet que vous avez en schéma et puis en photo, un exemple de photo prise dans le vignoble champenois. Donc les espèces ornementales sont sélectionnées pour produire beaucoup de pétales, être plus jolies visuellement, mais c'est pareil, c'est au détriment de la qualité et de la quantité du nectar et du pollen. Donc toujours demander quand vous plantez une haie ou quand vous semez des mélanges fleuris, des espèces locales et pas de cultivars horticoles. Donc là, les fiches techniques que vous trouvez sur l'extranet vous aideront, vous donnent les noms latins des espèces à demander. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous allez voir votre pépiniériste ou quand vous commandez ce genre d'espèces. Alors, quelques exemples en photo maintenant de réalisation. Donc, depuis une dizaine d'années, c'est plusieurs kilomètres de haies et plusieurs centaines de mètres carrés de mélanges fleuris qui ont été semés. Donc là, les haies peuvent se mettre, comme sur cet exemple, au niveau d'un talus. Donc, au niveau des espèces, c'est tout ce qui est local. Donc, des exemples noisetiers, sureau, charme, aubépine, églantier. Enfin, vous avez tous les exemples dans les fiches techniques. Donc, les haies peuvent être mises aussi le long de cours d'eau. Là, vous avez un exemple aussi entre une parcelle de vigne et un chemin. Donc, ça fait aussi des jolies couleurs à l'automne qui sont assez intéressantes dans le vignoble. Et donc, tout ça, en fait, c'est pour reproduire à la fois le gîte et le couvert pour tout ce qui va être petits mammifères, oiseaux, arthropodes. Alors, au niveau des mélanges fleuris, là, quelques exemples qui peuvent être intéressants pour les parcelles. Donc là, des espèces qui vont rester assez basses, qui ne vont pas trop gêner. Donc, ça va être, par exemple, tout ce qui est pâquerette, lotier, lamier pourpre, voilà, ce genre de pissenlit, le genre d'espèce qui ne va pas trop monter en hauteur. Donc, à chaque fois que ce soit pour planter des haies ou pour semer des mélanges, là, il est important de bien préparer le sol avant. Ça va conditionner la réussite de votre semis ou de votre plantation. Donc là, quelques exemples en photo de parcelles qui ont été semées ces dernières années. Donc, au printemps, ça donne ce genre de choses. Voilà, donc là, plutôt des pâquerettes, là, plutôt myosotis, plantain, de la minette, voilà, des petites espèces intéressantes qui ne poussent pas trop pour ne pas gêner non plus. Pour les pourtours des parcelles, là, on a moins de critères concernant la hauteur des fleurs qu'on peut planter. Donc là, vous pouvez semer des espèces à base d'annuelles et de vivaces, donc coquelicots, bleuets, sainfoin, anthémis, marguerite, etc. Donc là, pareil, la préparation du sol au préalable est très importante. Donc là, vous avez un exemple où il y a eu le long d'une parcelle de vigne à la fois une haie plantée et un mélange fleuri semé. Et un autre exemple, une haie et un mélange fleuri sur le talus. Donc voilà ce que ça donne quelques années plus tard. Voilà, donc vous voyez que c'est au niveau rendu, c'est quand même assez joli visuellement, mais on n'est pas dans l'exotique, on n'est pas dans le cosmos, le zinnia, etc. Et comme vous voyez sur les photos, c'est fréquenté par beaucoup d'insectes.
Vous y allez à n'importe quelle période de l'année, à partir du moment où c'est en fleurs, c'est très, très, très fréquenté. Donc un autre mélange, donc c'est pareil, vu que c'est des mélanges composés d'annuels et de vivaces, donc vous n'avez pas le même rendu visuel selon les années. Première année, plutôt les annuels qui vont s'exprimer, puis ensuite les vivaces qui vont s'implanter. Donc là, c'est un exemple autour d'un bâtiment d'exploitation. Ça passe plus. Voilà. Donc d'autres types d'aménagements qui peuvent être aussi faits. Donc quand vous avez des murets de soutènement à faire dans le vignoble, surtout évitez les tôles. Hein, ça, au niveau paysager aussi, c'est pas terrible. Et puis, donc, si vous pouvez privilégier les murs en pierre sèche, donc c'est assez intéressant. Ça fait des habitats aussi pour divers organismes. Donc, préserver aussi tout ce qui est cabane et cadole. Pourquoi pas aussi éventuellement remettre des hôtels à insectes. Mais bon, normalement, si le vignoble est bien aménagé, les oiseaux, arthropodes et autres trouvent suffisamment d'habitat pour nicher. Donc, bon, voilà, les nichoirs, c'est pas forcément utile. Là, des exemples de nichoirs chouettes chevêches qui peuvent être remis dans les cadoles ou dans les bâtiments. Aussi, donc là, d'autres exemples pour les chauves-souris, pour les petits oiseaux. Autre exemple aussi de ce qui peut se faire dans le vignoble, donc quelques endroits qui ont été réaménagés avec des prairies fleuries, des arbres fruitiers et des ruches. Et puis quand on parle aménagement, il ne faut pas oublier non plus les cours d'eau. Donc voilà, on peut faire des aménagements en génie végétal qui vont aussi être intéressants au niveau biodiversité, ou en gabion, donc qui sont des cages avec des cages grillagées dans lesquelles on met des cailloux qui sont aussi plus intéressants que de tout bétonner dans le vignoble. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à tous ces aménagements et ces inventaires, vous avez beaucoup d'informations dans le Vigneron Champenois ou sur l'extranet. Voilà, je vous remercie.